Le contrôle de la population. Un des multiples objectifs des Illuminati est d'avoir un jour les moyens de contrôler l'ensemble de la population mondiale. Ils ont déjà dépensé des milliards pour y parvenir tout en sachant que l'économie est sous leur contrôle, donc pour eux illimitée. Leur but précis est de pouvoir intervenir selon leurs appréciations sur les flux de population. Le nom de code de la CIA pour le projet de contrôle de la pensée est MK-Ultra. Ce projet existe depuis 50 ans, avec ses projets annexes, MK-Delta, Artichaut, Bluebird. Il intègre l'utilisation de drogues, d'électrochocs et de tortures comme outil de contrôle du cerveau humain et de la pensée. L'objectif recherché consiste à provoquer des pertes de mémoire, plus ou moins prolongées, à connaître les pensées et les secrets les plus intimes d'une personne. C'est aussi de créer des personnalités dédoublées, les alters, qui seront les poseurs de bombes programmées des attaques suicides par exemple. La CIA cherche une arme pour soumettre la volonté des hommes. La presse américaine parle d'expériences cruelles. On a fait des expériences sur des personnes, à leur insu. Des détails de ces recherches sur les méthodes de modification de la conscience ont déjà été publiés. Mais il a fallu une campagne de presse intensive et une opinion publique scandalisée pour conduire l'actuel directeur de la CIA et amiral Stansfield Turner devant une commission du Sénat à Washington, afin qu'ils s'expriment publiquement sur les expérimentations humaines, qu'ils reconnaissent leur existence et les objectifs. Turner a dû céder auparavant 2000 dossiers sensibles des archives de la CIA au New York Times. Ils étaient censurés, mais représentaient une preuve des objectifs du « brainwashing » qui méprise l'homme. Le but de ces recherches était de parvenir à maîtriser les fonctions cérébrales pour provoquer des perturbations de mémoire, du discrédit par un comportement déviant, une modification des instincts sexuels, la recherche de l'information, la manipulation et la création de dépendance. Des expériences avec du LSD et d'autres drogues, mélangées à de l'alcool, de l'hypnose, des électrochocs et des interventions chirurgicales devaient permettre de comprendre les mécanismes qui peuvent pousser un être humain à agir contre une loi fondamentale de la vie, l'instinct de survie. On a fait des recherches sur les moyens de provoquer des maux de tête, des crampes, des tics, le vertige. On a essayé de créer une pilule capable de faire baisser le taux d'alcool dans le sang, une autre qui provoque des états d'angoisse. La CIA voulait faire du lavage de cerveau un outil. Les expériences ont commencé dans les années 1850. Pour masquer ses activités, la CIA a créé 3 sociétés privées, à qui elle a confié la réalisation des projets avec les budgets nécessaires. Le Washington Geschichte Fund for Medical Research. La Society for the Investigation of Humanicology. La Josiah Massinger Foundation. Les 159 projets ont été répartis sur 80 sites, hôpitaux plus prisons, instituts scientifiques, bases de l'US Navy et même des bordels. Des scientifiques et des instituts de renommée mondiale aux USA et au Canada ont fait des recherches sur le contrôle du cerveau. Les chercheurs n'ignoraient pas qu'ils travaillaient pour la CIA. Des journalistes du New York Times ont réussi à se procurer les noms de certains scientifiques. Leur rapport était le suivant. Le docteur Carl Pfeffer a donné à plus de 100 détenus du LSD à la prison de Bordentown, l'Atlanta. Certains détenus ont écrit plus tard à Pfeffer pour lui dire que le LSD avait contribué à développer leur tendance criminelle. Le docteur Harold Abramson du Mount Sinai Hospital de New York a fait des expériences avec des drogues. Il a été financé par les sociétés privées que nous venons de citer. Il a fait parler de lui pour la première fois lorsque le docteur Frank Oison qu'il soignait s'est suicidé. Oison a bu, sans le savoir, une potion qui contenait du LSD. Il a sauté par la fenêtre du premier étage. Le joueur de tennis professionnel Harald Blower est mort discrètement dans une clinique psychiatrique de New York, après une 5e injection de mescaline, qui devait provoquer une schizophrénie expérimentale. Entre 1950 et 1960, l'armée américaine a fait des expériences chimiques sur plus de 1500 personnes.
Les expériences du Dr Leonard Rubenstein et du Dr Ewen Cameron à l'université McGill de Montréal ressemblaient beaucoup à un lavage de cerveau. Tous deux étaient financés par la Society for the Investigation of Human Ecology. Rubenstein raconte que l'on a fait des recherches sur le lavage de cerveau avec des soldats américains qui revenaient de Corée. Il a dit ici à Montréal, nous avons commencé à utiliser ces techniques de lavage de cerveau au lieu de se servir de drogue. Il a fait des expériences avec 30 infirmières autour du sujet, isolation et perte de sensation. Elles ont été enfermées dans le noir, dans une pièce isolée du bruit. Une des infirmières est devenue schizophrène et a dû être internée. Les drogues ne représentaient qu'une partie des expériences. Les électrochocs, les rayons, les opérations du cerveau en faisaient également partie, reconnaît John Marks, un ancien gradé de la CIA et actuel journaliste. Le Dr. Robert Rars de l'Université de Tulane a pratiqué des interventions inquiétantes dans le domaine du contrôle de la conscience. Il a introduit des électrodes dans le cerveau, pour travailler sur les « centres sensoriels », comme il les appelait. Des agents de la CIA l'ont poussé à se concentrer sur les centres de la douleur en 1962. Il a refusé de participer à ces expériences qu'il qualifiait lui-même d'abominables. Les expériences continuent, malgré tout. La neurochirurgie et les électrochocs sont les outils les plus controversés et les plus dramatiques de la recherche sur le contrôle du cerveau, concède le New York Times. Même dans les dossiers de la CIA, on fait part du danger que représentent ces expériences pour les cobayes humains. La révélation de ces expériences aurait des conséquences politiques et diplomatiques sérieuses et nuirait grandement aux objectifs de la mission, voilà ce qu'on peut lire dans une note interne de la CIA. Il faut prendre les mesures nécessaires pour cacher ces expériences à nos ennemis et surtout au peuple américain, dit la suite. Beaucoup de facteurs nous font croire, écrit le New York Times, que ces expériences n'ont pas cessé, comme on veut nous le faire croire officiellement. En 1977, la CIA distribuait encore des missions de recherche dans ce domaine. Le célèbre chercheur espagnol Pepe Rodriguez est tombé, dans le cadre de ses recherches sur ce sujet, sur les mêmes projets de la CIA, MKUltra et les autres, dont les objectifs avaient été soigneusement maquillés par d'autres activités. Dans son livre El Poder de las Sectas, il essaie de démontrer que la CIA finance certaines sectes. La CIA s'est servie de certaines sectes comme de cobayes de laboratoire. Ainsi, la secte de Jim Jones, le Temple du Peuple, était sans aucun doute sur la liste des hommes du projet MKUltra. L'histoire officielle dit que Jim Jones était un fanatique californien qui avait rassemblé autour de lui un groupe multiculturel dans la jungle de la Guyane britannique, pour vivre une utopie communautaire. L'endroit où il s'est établi s'appelle Jonestown. Il y avait plus de 1100 personnes dans le Temple du Peuple en Guyane, pour la plupart des Noirs et des femmes. Beaucoup de gens se souviennent plus du nom de Jonestown que des événements qui s'y sont produits. Au mois de novembre 1978, des centaines de personnes de cette communauté sont mortes après avoir bu un soda qui contenait du cyanure. 90% des victimes étaient des femmes, 80% de ces femmes étaient noires. Jim Jones, le gourou de Jonestown, a reçu un coup de feu dans la tête, on a conclu à un suicide. Les unes des journaux annonçaient le lendemain, une secte se donne la mort dans la jungle sud-américaine, 400 morts et 700 personnes fuient dans la jungle. Les autorités américaines ont prétendu chercher les disparus, mais elles disent n'avoir trouvé aucune trace de leur présence. Le premier comptage des morts a été entrepris par des Guyanais, le dernier a eu lieu une semaine plus tard, effectué par les autorités militaires américaines. Elles ont avancé le chiffre de 913 morts. Pour expliquer la différence entre les deux comptages, les Américains ont affirmé, au cours d'une conférence de presse, que les Guyanais ne savaient pas compter. Aucune autopsie n'a été réclamée. Le lieutenant Schuller, un porte-parole de l'armée américaine, a déclaré « Une autopsie n'est pas nécessaire, les causes de la mort ne font aucun doute ». Les morts de Jonestown ont été acheminés aux États-Unis après de longues tergiversations, les cadavres étaient déjà en état de décomposition avancée.
une autopsie n'était, à ce stade, plus possible. Toute identification des corps a été rendue impossible, aucun médecin légiste n'a été autorisé à examiner les restes humains. Le président de la National Association of Medical Examiners s'est plaint, dans une lettre ouverte à l'armée américaine, de ces mesures interdisant tout examen des cadavres. Les corps décomposés ayant été embaumés, il était évidemment impossible de pratiquer des examens approfondis. Les dépouilles ont été brûlées ou enterrées. Que s'est-il vraiment passé à Jonestown, ce mois de novembre 1978? Les membres du Temple du Peuple ont-ils voulu se suicider en ingurgitant volontairement du cyanure? Les symptômes qui conduisent à la mort permettent d'en trouver la cause. Le cyanure, par exemple, bloque les informations que le cerveau envoie aux muscles, en altérant les fonctions du système nerveux central, ce qui provoque une paralysie progressive. Les muscles sont saisis de convulsions, de spasmes. La mort survient après d'atroces souffrances. Les muscles du visage se contractent dans un rictus final terrifiant. C'est ce qu'on appelle le cyanide rictus. Le docteur Moto, un médecin légiste guyanais, s'est rendu sur les lieux du drame quelques heures après le massacre. Il n'a trouvé sur les cadavres aucun des symptômes indiquant une prise de cyanure. Ce qu'il a vu, par contre, c'était des traces de piqûres, fraîches, sur les omoplates de 90% des victimes. Les autres ont été étranglés ou tués à bout portant. Les déclarations du docteur Moto devant le tribunal ont abouti à requalifier les faits, il s'agissait bien d'assassinat, sauf 2 cas de personnes qui s'étaient réellement suicidées. Les membres du Temple du Peuple ont été tués par des « inconnus ». Il y a une grande divergence entre ce qui s'est passé réellement à Jonestown et la version officielle qui a fait le tour du monde. Il faut prendre du recul avec le mensonge de la communauté religieuse et chercher à savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. La vérité est qu'une expérience cruelle s'est déroulée à Jonestown. Il ne s'agissait évidemment pas d'une communauté religieuse utopique que Jim Jones aurait dirigée. Les liens avec la CIA sont si apparents qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que Jonestown est une des parties visibles du projet cruel MK-Ultra. Que l'on regarde Jim Jones ou Jonestown, partout l'ombre de la CIA plane sur les événements. Jim Jones a vécu au Brésil de 1961 à 1963. Il s'est installé dans une villa luxueuse avec sa famille, sans argent. L'ambassade américaine lui fournissait la nourriture. Jim Jones se rendait régulièrement au quartier général de la CIA à Belo Horizonte. À ses voisins, il disait travailler pour l'US Navy. Dan Mitrione, un ami de longue date de Jones, était un officier de la CIA dans les pays du tiers-monde, où il s'occupait de la formation des services de police pour les interrogatoires et la torture. Il accompagnait souvent Jones dans ses déplacements. Quand Jim Jones est retourné aux États-Unis en 1963, il disposait de beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de fonder le premier temple du peuple à Ukiah, en Californie. Beaucoup de gens de son entourage étaient issus de familles prospères et cultivées, certaines avaient des liens avec l'armée et la CIA. La famille Layton en est un bon exemple. Lawrence, Larry Layton, le pistolero du révérend Jim Jones, était le petit-fils du banquier Hugo Phillips, dont la famille entretenait des liens étroits avec les Rothschild depuis plus d'un siècle. Selon Joaquin Bochaca, qui a fait des recherches sur le sujet, la famille Phillips aurait donné 250 000 $ au Temple du Peuple. Des membres de cette famille ont travaillé pour le cartel G. Farben, qui a aidé Hitler à prendre le pouvoir. Ils ont toujours en relation avec une filiale de .G. Farben, Solvay Drags. La famille Solvay est une famille très influente de Belgique. Peu de temps après que Jim Jones a construit son premier temple du peuple en Californie, les premiers scandales ont éclaté dans la presse au sujet de cette secte. Jim Jones en a profité pour déménager son église vers la Guyane britannique.
Les préparatifs pour l'arrivée de la communauté ont été faits en accord avec l'ambassade américaine de Guyane. Tous les employés de cette ambassade étaient des agents de la CIA, qui se servaient du State Department comme couverture pour leurs activités, et Forbes Burnham, le premier ministre de ce territoire, dont l'accession au pouvoir a été balisée par la CIA. Quand les adeptes sont arrivés à l'aéroport, les Noirs ont été menottés et bâillonnés. On les a acheminés dans un camp de travail. Ils devaient travailler de 16 à 18 heures par jour pour effectuer des tâches éreintantes. Ils dormaient dans des petites cabanes, il manquait de nourriture, qui était faite principalement de riz, de pain et de viande avariée. L'objectif était de les lessiver, de les mener au bord de l'épuisement. La nuit, on les empêchait de dormir et ils devaient écouter les discours de Jim Jones pendant des heures. Les punitions et les récompenses augmentaient. Tout le monde savait que les médecins opéraient sans anesthésie. Ils prescrivaient certaines drogues et surveillaient ensuite leur application. Les quelques survivants parlent de cas cruels où certaines personnes étaient obligées de consommer des drogues puissantes, d'autres subissaient l'isolement, on les enfermait dans des caisses que l'on mettait sous terre. La torture, les viols et les humiliations étaient courants. Jim Jones avait accumulé une grosse fortune. Les journalistes ont estimé l'ensemble de sa fortune à 2 milliards de dollars. À Jonestown, on a trouvé des quantités impressionnantes de drogue, de quoi abrutir 200 000 personnes pendant une année. Ce sont des drogues qui faisaient partie du projet MK-Ultra, comme le pentanol de sodium, qui est un sérum de vérité, et les hydrates de chlore, pour l'hypnose, parmi tant d'autres. Les dossiers concernant les prescriptions médicales ont disparu après le massacre, le médecin avait pourtant l'habitude de noter scrupuleusement les drogues qu'il prescrivait. Si on veut se faire une idée de la vie dans le camp, il suffit de penser au camp de concentration. Ce qui inclut une section pour des expériences médicales et psychiatriques. Dans le camp, il y avait des forces de sécurité spécialement entraînées et des tueurs programmés. Les témoins oculaires les décrivent comme des zombies qui marchaient comme des robots dans le camp et qui ne manifestaient aucune forme d'émotion. Ils forçaient les gens à travailler et empêchaient toute fuite. Ces gardes armés n'ont pas été retrouvés après le massacre et rien n'a été entrepris pour les retrouver et les traduire devant un tribunal. La famille Phillips, selon certains informateurs, aurait ensuite aidé la CIA à acheminer les mercenaires de Jonestown vers l'Angola pour aider les rebelles de l'UNITA, qui profitaient déjà du soutien de la CIA. Il est important de savoir que les bérets verts, les troupes d'élite de la CIA, se trouvaient aux environs de Jonestown au moment du massacre. Cette section de tueurs est employée pour des opérations secrètes, ce qui expliquerait le grand nombre de victimes. Les prises de vue du massacre montrent des corps disposés en rangée, la tête tournée vers le sol. Des traces sur le sol que l'on voit sur des photos prises de près indiquent que les corps ont sans doute été disposés ainsi après avoir été tués. Voilà le scénario vraisemblable de ce qui s'est passé à Jonestown, 400 personnes sont mortes à la suite d'injections de poison. Les 700 personnes qui ont fui dans la jungle ont été rattrapées par les bérets verts et fusillées. Les cadavres ont été ramenés à Jonestown et allongés à côté des autres victimes. Il semble donc que la force qui se cachait derrière Jim Jones voulait tester ses méthodes de contrôle de masse et provoquer un vrai massacre. C'est ce projet qui a déclenché une révolte chez la majorité des adeptes qui ont fui dans la jungle, sans savoir que les assassins les attendaient là. La version officielle de « religieux fanatiques » qui se suicident n'a pas beaucoup de sens, si on tient compte des indices qui prouvent les assassinats, des témoins qui parlent de gardes armés, et des autopsies qui ont été faites ou falsifiées. On n'a sans doute pas procédé à des autopsies en raison des grandes quantités de drogue absorbées par les adeptes, qui immanquablement auraient été détectées. Sans parler des marques sur les organismes, qui imposaient de maquiller les événements. Les conclusions du docteur Moto n'ont jamais été publiées, malgré le fait qu'il ait contesté la présence de cyanure. Le gouvernement de Guyane et les autorités américaines se sont entendus pour dissimuler la raison réelle de ce massacre. Les ordres venaient des plus hautes autorités américaines.
l'illuminé Zbigniew Brzezinski, conseiller pour les affaires de sécurité du président Carter et fondateur de la commission trilatérale, a donné l'ordre à Robert Pastor de faire disparaître toute possibilité d'identification des cadavres, qu'il a transmis au lieutenant Gordon Summer. Il existe des informations sur des camps similaires aux Philippines et au Chili. L'agent de la CIA et spécialiste des décapitations Michael Townley a participé à des expériences semblables dans le camp colonial d'Unidad au Chili. On dit même que Joseph Mengele lui-même a séjourné dans ce camp au Chili. À l'heure actuelle, Jonestown est peuplé de 100 000 Hmongs qui viennent du Laos. Plusieurs milliers de personnes vivent là-bas sous la férule d'Ernest Graham, le neveu de Billy Graham, et de membres de la Federation of Evangelical Ministries de Wheaton, qui sont plus connus sous le nom de World Vision. Le point de repère le plus important chez Jim Jones est son rapport étroit avec World Vision, du temps où il bâtissait son premier temple du peuple en Californie. World Vision est un ordre évangélique mondial qui a trempé dans des activités d'espionnage en Asie du Sud-Est, au bénéfice de la CIA. Beaucoup de chercheurs pensent que cette organisation est une couverture à une échelle mondiale pour recruter et entraîner des tueurs. World Vision a été présent dans les camps installés par la CIA à la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, pour recruter des mercenaires dans sa lutte contre les sandinistes au Nicaragua. World Vision a également recruté des mercenaires dans les camps du Liban, dans lesquels les phalangistes fascistes ont massacré des Palestiniens. La science des Illuminati a plusieurs années d'avance sur la science officielle. Il y a un grand écart entre la science que nous connaissons et celle que l'on nous cache. Quand le docteur José Delgado était encore psychologue à l'université de Yale, il a déclaré « Le contrôle physiologique des fonctions cérébrales est un fait acquis. Il est même possible d'influencer le développement des pensées et de provoquer des apparitions visuelles. Par stimulation électrique de structures neurologiques particulières, on peut provoquer des mouvements physiques déclenchés par une commande électronique, on peut déclencher ou calmer la violence, on peut modifier la hiérarchie sociale, le comportement sexuel, et agir de l'extérieur sur la mémoire, les émotions et le processus de la pensée. Au cours d'une démonstration de la technologie existante dans le domaine de la manipulation mentale, on a envoyé une information acoustique, psycho-corrigée, à un groupe d'ouvriers au fond d'une mine. On leur demandait entre autres de déposer leurs outils. Les ouvriers se sont conformés à l'ordre qu'ils ont reçu, ils ont fait exactement ce qui leur avait été commandé. Le contrôle dont parle le Or Delgado était déjà possible dans les années 1950, sans doute déjà bien avant. On a utilisé cette technique dans le passé pour des opérations spéciales ou pour constituer des unités militaires et améliorer leur rendement. Cette technologie a également été utilisée pour améliorer les performances d'athlètes olympiques et pour une expédition en Antarctique. Aujourd'hui, les Illuminati ont perfectionné l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour maîtriser la volonté individuelle ou collective. Une partie de ces expériences consistait à générer des impulsions électromagnétiques que l'on a diffusées sur la Terre entière. Ces ondes ne sont pas seulement responsables de la mort des forêts, un argument qui a été repris par les Illuminati pour justifier la création d'un gouvernement mondial, car le trou d'ozone n'existe pas réellement. Elles ont fait augmenter le nombre de cancers, de malformations génétiques et de maladies psychiques. Voici la liste de ce que l'on peut obtenir par l'action d'ondes électromagnétiques. Faire dormir une personne. Provoquer une dépression. Provoquer des états d'anxiété. Augmenter l'agressivité. Modifier le taux d'hormones. Modifier la composition chimique d'une cellule. Faire apparaître de l'agressivité sexuelle. Grâce à ces recherches secrètes, les Illuminati maîtrisent aujourd'hui la manipulation mentale. Ils font des expériences avec des drogues, du lavage de cerveau, de l'implantation de maladies, de l'hypnose, des implants cérébraux, pour transformer un être humain en robot. Ils peuvent aussi à l'aide d'une électrode provoquer des hallucinations et des visions. Cette électrode leur permet en fait de contrôler l'organisme entier.
Dans les 25 dernières années, des médecins de toutes origines ont fait des expériences de manipulation mentale avec leurs patients. Le nom de code de ce projet est Phoenix. Les médecins ont implanté des émetteurs dans le cerveau de leurs patients. Dans les années 1970, de drôles de choses se sont produites dans les hôpitaux de Suède. On a implanté des milliers de puces dans le cerveau de personnes qui venaient se faire traiter ou qui ont été hospitalisées de force, à leur insu. Le programme d'implantation de mécanismes de surveillance dans le cerveau est au point depuis longtemps, sans que les personnes concernées ne s'en rendent compte quand elles reviennent à une vie normale. Les Illuminati sont donc capables d'implanter un émetteur qui transmet des ordres au cerveau par le biais d'un ordinateur. Beaucoup d'esclaves monarques, des agents de la CIA et des membres de l'armée sont dotés de ces implants. Le système de communication le plus important des Illuminati et de leur service secret s'appelle ALEX, Amalgamated Logarithmic Encrypted Transmission. Ce système fonctionne à l'aide du Management Control Programming. Le système ALEX sert aux conspirateurs à suivre à la trace les esclaves et à les utiliser pour leurs objectifs. On se sert d'ALEX pour transmettre les informations suivantes. Exemple. Tue ta famille. Le gouvernement est responsable. Tue ton président. Il ne sert à rien de nous résister. Tu veux vendre de la drogue. Tu veux défendre ton pays. C'est pour cela que tu dois être loyal vis-à-vis de la CIA. Les Illuminati ont installé un système de satellites et d'ordinateurs qui ont la capacité de surveiller 24 heures sur 24 toutes les activités sur Terre. Toutes ces informations sont mémorisées dans un ordinateur. Bientôt, ils seront en mesure de contrôler toutes nos activités. Dans un futur proche, il n'y aura plus d'argent liquide en circulation. Le système monétaire actuel disparaîtra complètement. Il existe un projet en Europe et aux États-Unis d'introduire un nouveau système monétaire, régulé par un ordinateur géant. À Bruxelles se trouve un calculateur appelé la BET. Il sert à ficher tous les individus de la planète. Dans quelques années, il servira pour les opérations monétaires des particuliers. Les cartes de crédit et les cartes à puce seront bientôt obsolètes. La loi obligera chacun de nous à recevoir une micro-puce, sous forme d'implant. Cette puce a été développée par les Illuminati, elle se recharge seule, par modification de la température corporelle, l'endroit le plus approprié pour la mettre est le front, sous la racine des cheveux. L'aiguille qui permet d'implanter cette puce est légèrement plus grosse qu'une seringue normale. La puce est logée à l'intérieur d'une capsule de verre biologique, dont la surface est rugueuse, ce qui lui permet d'adhérer à l'endroit où l'on veut la fixer au bout de 24 heures. La micro-puce est invisible à l'œil nu, elle aura en mémoire toutes les informations nécessaires sur un individu. Il y aura des émetteurs infrarouges installés à certains endroits, capables de lire le contenu des puces. L'ordinateur géant installé à Bruxelles décodera toutes les informations qu'il recevra et les gardera en mémoire. Les Illuminati trouveront les raisons suffisantes pour nous faire accepter ces implants, en nous faisant croire par exemple qu'ils nous protègent des maladies infectieuses, ou qu'ils permettront de retrouver les personnes disparues. Leur objectif à terme est d'implanter une puce à chaque nourrisson. Ceux qui refuseront la micro-puce et le nouvel ordre mondial seront mis au ban de la société, socialement et financièrement. Leur compte électronique sera bloqué, ils ne pourront plus rien acheter ou vendre et seront condamnés à mourir. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto.
Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront. Et ce choix leur appartient.